Bonsoir, deuxième ce soir de l'émission Conseil de droit, avec toujours votre aimable serviteur Christopher au micro, toujours accompagné par Marion. Bonsoir. Qui a gagné le prix du grand témoin permanent de l'émission, qui ne partira plus. Jamais. Voilà, elle a réussi sa première, elle a tout déchiré, on la garde. Et donc ce soir Marion, on change tout à fait d'horizon, puisqu'on va faire du droit civil après avoir fait du droit pénal, la vente immobilière civile et le contentieux de l'occupation immobilière civile. Vente, tu comprends. Occupation, c'est pour parler à la fois du droit locatif et de l'expulsion virtuelle de squatteurs. Voilà, donc dans un cas, occupation bien évidemment licite, qui peut-être à la fin se passe mal, et dans l'autre cas, occupation tout à fait illicite. Et quant à la vente, ça c'est tout simple, tu l'auras compris, c'est quand on achète ou qu'on vend une maison ou un appartement. On va se contenter de la maison ou de l'appartement, quelque chose qui a usage d'habitation. Parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens bien évidemment, et le problème lié à un box de garage, par exemple, serait tout à fait différent, donc on l'abordera pas ce soir. D'accord. Tant pis pour les amateurs de voitures anciennes, on fera pas les box de garage ce soir. Mais par contre, tout ce qui est destiné à l'habitation, on va le faire. Et à ce titre, on accueille un petit nouveau dans la bande, monsieur Jean-Marc Donnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agent immobilier, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, dans exactement. le secteur... Oui. Oui. Des Hautes-Alpes, on va dire, de manière générale, oui. Dans le 05 en général, oui. D'accord. Donc là, vous êtes descendu dans le 05 du Sud. Oui. Et c'est sympa parce que du coup, on va avoir votre avis de professionnel. Mm-hmm. En tant qu'agent immobilier, j'imagine que vous intervenez... Alors, vous êtes censé, vous pouvez faire les deux bien sûr, mais vous intervenez plutôt dans la vente ou dans le locatif, ou les deux? Non, plutôt dans la vente, la transaction. Plutôt dans la vente, oui. La transaction pure et dure. Oui. Parfait. Écoute Marion, ça tombe bien, donc ce sera toi qui seras plutôt en charge du volet locatif occupation. Bien, je m'en chargerai. Tu t'en chargeras, tu es prête? Et il me semble que monsieur a aussi une deuxième corde à son arc. À mon avis, il en a même plusieurs, mais vas-y, dis-moi. Monsieur est formateur? Oui, absolument. Ah, mais oui. Dites-nous tout, Jean-Marc, dites-nous tout. Mais c'est vrai, oui, dites-nous, oui, parlez-nous un petit peu plus, Jean-Marc. En fait, moi, j'interviens en formation sur le droit et l'économie en immobilier pour des BTS qui passent, qui sont en profession immobilière. Ah, d'accord, voilà. Donc, au carrefour de la gestion de l'immeuble et du droit de l'immeuble, donc, quelque chose qui se pratique, bien évidemment. Oui. C'est bien, écoutez, c'est bien parce qu'on va pouvoir croiser nos connaissances, mais vous faites du juridique, moins du judiciaire, j'imagine, parce que vous n'êtes pas avocat. Moi, comme je le suis, je fais plus de judiciaire et moins de juridique, quoique peut m'arriver de faire du juridique. Et donc c'est bien, on va avoir tous les angles de l'information ce soir. On est décidément une émission qui ne recule devant rien. Incroyable. Qui va être riche. Ah, je sais. À mon avis, c'est truqué, mais bon. Allez, on attaque tout de suite. On va essayer de faire une émission, écoutez, qui se veut pédagogique et nerveuse à la fois. Donc, on attaque par la vente immobilière. Alors, la vente immobilière, Jean-Marc, vous n'allez pas me contredire, les trois principales sources de contentieux possibles et imaginables, ce sont, number one, le vice caché. Oui. Numéro 2, le DOL, la rétention dolosive d'informations. Et numéro 3, la responsabilité du diagnostiqueur et ce qui peut découler effectivement d'une faute ou d'une mauvaise appréciation du diagnostiqueur, bien évidemment en tant qu'elle déclenche ou qu'elle ne déclenche pas le consentement de l'acheteur à la vente par exemple, ou même qu'elle méprend le vendeur sur les qualités de l'immeuble. Alors donc, le vice caché, quelques mots d'introduction pour nos amis puristes. Qu'est-ce que c'est le vice caché? Ça peut être immobilier, on va en parler, mais ça peut être aussi immobilier, les critères sont les mêmes. Et c'est l'article 1641 du Code civil, qui est très court, qui est très explicite. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine. Là, vous l'avez bien compris, quand on achète une maison ou un appartement, on se destine à l'habiter, donc il faut qu'on puisse l'habiter sans souffrir d'une occupation qui ne serait pas paisible. Le texte poursuit, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,
on n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Sachant que le vice caché, c'est pas le vice apparent. C'est-à-dire que si l'acheteur pouvait se convaincre du vice rien qu'en visitant le bien, eh ben il peut pas invoquer le vice caché parce que par définition il n'est pas caché, donc tant pis pour lui, sa négligence lui est opposable. Et deuxième point, même si le vendeur ne connaît pas lui-même le vice, parce qu'il est tellement bien caché que même lui ne le connaissait pas, il est quand même tenu, le vendeur, à l'action des vices cachés, parce que ce que la loi sanctionne, c'est le fait que le vice soit caché, même si le vendeur ne le sait pas, et ben tant pis pour lui, il peut être sujet à cette action, même s'il ne devra pas les dommages-intérêts qu'il devrait virtuellement s'il les avait connus et qu'il était de mauvaise foi. Voilà en gros, Jean-Marc, ce qu'on peut dire pour lancer le sujet. Donc c'est assez large, hein. C'est assez large. Vous, en tant que professionnel, vous avez une vue certainement plus concrète que la mienne. Ça concerne quoi essentiellement finalement ce texte ? Alors, en fait, il y a aussi autre chose, je rajoute aussi un point, c'est ce qu'on appelle aussi en économie l'asymétrie d'information. Alors, c'est des mots qui sont un petit peu barbares, on va dire, mais c'est lorsque, effectivement, vous avez un vendeur qui vend bien sûr son bien, il y a un agent immobilier qui est là, qui va faire après les visites avec des acquéreurs potentiels, et comme les visites se font en général dans des horaires respectables, dans la journée, il se peut, par exemple, que le soir, en fait, vous ayez des voisins qui font vraiment beaucoup de bruit, qui font un peu du tapage nocturne, des choses comme ça. Et ça, bien sûr, dans la journée, on le voit pas. Et en fait, là, c'est une asymétrie d'information. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'agent immobilier n'est pas au courant de ce qui se passe, bien sûr, à 19h ou 20h. Et évidemment, quand il fait les visites, c'est genre dans l'après-midi, etc. Donc là, ça peut pas être considéré comme un vice caché. C'est une information qui en fait n'est pas communiquée par le vendeur, parce que le vendeur a quand même l'information, bien évidemment, mais lui ne la communique pas à l'agent immobilier, qui bien sûr lui ne le communique pas aux acquéreurs potentiels. Effectivement. Alors ça, du coup, c'est pertinent à propos d'un vice caché, mais là, ça suppose qu'on connaîtrait le vice, mais ce sera encore plus important, je pense, Jean-Marc, dans le cadre du dol. Oui, du dol. Alors le dol, c'est autre chose dans le code civil. Le dol, c'est l'article 1137, et ça, c'est la rétention d'informations, mais après, on va revenir sur le vice caché, mais du coup, on anticipe un peu. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Ça, c'est des actions positives, mais constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Donc, effectivement, il y a certains points communs entre le vice caché parce qu'il est caché, mais que le vendeur le connaissait quand même, ou la rétention dolosive d'informations, qui concerne, entre guillemets, des paramètres qui font que, à tout le moins, le candidat acheteur proposerait un moindre prix s'il connaissait l'information. Tout à fait. Mais effectivement, écoutez, c'est très bien. En fait, on a ciblé un petit peu dans le même entonnoir les deux principales sources de contentieux dans la vente immobilière. Voilà. Alors, la rétention dolosive d'informations, ça peut, selon la loi, concerner tout et n'importe quoi, pourvu que ce soit un élément déterminant du consentement de l'acheteur. Vous, donc, vous me parlez d'asymétrie d'information. Effectivement, on peut, s'il y a une information qui est retenue, on peut engager la responsabilité du vendeur s'il la connaissait, bien évidemment, mais aussi de l'agent immobilier si lui-même était au courant. Absolument. Voilà. Et oui. Voilà. Pour un vice caché, ce serait peut-être un peu différent parce que là, il y a des cas où personne ne le connaît. Mais ça va quand même entraîner effectivement une action. Alors concrètement, un vice caché, ça peut être quoi ? Ça peut être un problème dans la charpente, ça peut être un problème, un problème de mérule, dégâts des eaux. Voilà, c'est ça. Dégâts des eaux. Dégâts des eaux. Si ça ce serait la conséquence qui révélerait quelque chose. Un dégât des eaux, par exemple, si c'est le dégel ou que tes tuiles sont un peu poreuses, c'est pas un vice caché. D'accord. Non.
ce serait pas un vice caché. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc? Dites-moi tout. Oui. Bah moi j'ai vu le cas, par exemple, si je puis me permettre de donner un exemple. Bien sûr. L'achat d'un bien, d'un appartement au dernier étage et fuite effectivement du toit, donc d'une copropriété. Et ça fait que le plafond en fait se trouve un petit peu détérioré, ce qui fait des poches d'eau, etc. Et lors de la vente. Et c'était visible lors de la vente? Non. Ces marqueurs-là? Non, du tout. D'accord. Il y avait comme des sortes de fissures au plafond, Ouais. mais que simplement un endroit, la cuisine. Et aujourd'hui, en fait, ça a pris des proportions parce que, en fait, en l'espace de quelques années, l'eau s'est infiltrée et ça a fait en fait une sorte de de cuvette, quoi, vous voyez, où l'eau a stagné. Et donc là, évidemment, dégâts des eaux, les assurances pour déjà pomper, enlever l'eau. Et puis réparer bien évidemment les dégâts, quoi. Bien sûr. Alors là, effectivement, là, on est tout à fait dans le cas du vice caché et caché à tout le monde. C'est ça. C'est ça. On est d'accord. C'est-à-dire un problème structurel au départ, oui. Mais bon, pas forcément très significatif de sorte qu'on ne le remarque pas, mais qui, parce qu'on ne le remarque pas, peut s'aggraver et au bout d'un moment, vous pète à la figure. C'est ça. En gros, c'est ça. Ben là, c'est le vice caché par définition. Et est-ce qu'il y a un délai, maître, par rapport à ça? 2 ans. Oui. 2 ans à compter de la connaissance du vice. D'accord. Voilà. Alors 2 ans, c'est déjà pas mal, mais surtout à compter de la connaissance du vice. Par l'acheteur. Par l'acheteur. Par l'acheteur, d'accord. J'ai une petite question. Mais tu es là pour cela. Dans laquelle des deux situations se situe le fait... Alors, pour la peine, j'essaye d'acheter une maison, je vais visiter, et la plupart du temps, je veux voir la charpente et l'état de la toiture. La plupart du temps, on me répond, la toiture est en bon état, je demande l'accès au comble, et on me le refuse, soit parce qu'il n'y a pas la clé. Pour les caves, c'est assez souvent le cas aussi. Alors je pense que c'est pour ne pas constater les dégâts suite aux inondabilités. Donc qu'est-ce que je peux faire moi à ce niveau-là pour dire moi je voudrais quand même voir les combles ainsi que la charpente ou la cave? De toute façon, je crois qu'un agent immobilier se doit de tout montrer à l'acquéreur potentiel. Donc dans tous les cas, c'est entre guillemets un peu rédhibitoire pour l'acheteur si on dit je n'ai pas l'accès à cet endroit ou... Oui. Après les acquéreurs ne sont pas tous des professionnels de la toiture, de la couverture, ou de la menuiserie, etc., ou de la charpente. Donc c'est pour ça que souvent on a aussi des diagnostiqueurs, on en parlera plus tard, mais qui sont là aussi pour faire des diagnostics hyper pointus pour donner des rapports Maître Christopher nous dira ça, mais qui sont quand même des preuves juridiques en fait, malgré tout. Donc oui, mais même si on n'a pas la connaissance, on se doit quand même, en tant qu'agent immobilier, de montrer toute la structure. Alors attention, c'est agent immobilier, nous ne sommes pas des experts en bâtiment. Et évidemment, c'est à dire... Mais c'est important effectivement à souligner parce que généralement, on a tendance à croire que vous êtes aussi expert en bâtiment et à peu près même dans tous les corps d'état possibles et imaginables. C'est ça. Donc on peut pas. Non, j'imagine. C'est un autre métier. C'est un autre métier, absolument. Donc voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on est obligé donc de montrer le tout. Si on peut pas, soit parce qu'effectivement on n'a pas les clés. Alors ce qu'on n'a pas les clés pour ouvrir la cave parce qu'on cache quelque chose. Donc il peut y avoir une suspicion effectivement par rapport à ça, et ça peut mettre un doute, et ça peut faire fuir l'acquéreur. Ça, c'est clair et net. Et donc, on peut se situer dans le vice caché, ou on se situera, au contraire, dans la rétention d'informations? Là, on se situerait plutôt dans la rétention d'informations, parce que tu ne peux pas t'assurer d'un vice. On te refuse en quelque part l'accès à telle ou telle pièce ou l'accès à telle ou telle structure, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Marc. C'est un problème rédhibitoire, juridiquement aussi, pratiquement bien évidemment, parce que on se dit attendez, j'achète une maison, c'est plutôt sympa si je peux m'assurer de l'état de la charpente et de la toiture, ça me semble être tout à fait normal, et ça l'est. Et ça l'est. C'est comme quand on achète une voiture, qu'on soulève le capot pour pas sentir une odeur d'huile, quoi. Voilà,
Voiture d'occasion, bien évidemment. Tu vas au concessionnaire, bon, tu peux t'épargner cette étape-là. Mais... Théoriquement. Oui. Voilà. Théoriquement, de moins en moins. Théoriquement, oui. Bon, l'émission n'est pas sur les concessionnaires, mais il n'est pas exclu qu'on en fasse. Ouais. Mais non, mais oui, complètement. Mais maintenant, du point de vue juridique, admettons que, voilà, tu vois une maison qui te plaît, que tu veux vérifier, comme tu nous le dis, l'état de la charpente et de la toiture. Effectivement, c'est tout à fait normal. Qu'on te dise non, mais qu'on te donne une raison qui t'endorme, bon, pour tel ou tel, parce que tu es de bonne humeur, parce que tu aimes bien la maison et parce qu'il te sort un truc qui a l'air de tenir la route. Tu passes à autre chose, tu achètes la maison, tu es à confiance dans l'état de la toiture et de la charpente parce que il t'a dit que il pouvait pas te le montrer, mais que c'est sûr, c'était bien. Et que quelques temps plus tard, ta maison soit inondée parce que la charpente est pourrie, à ce moment-là, c'est un vice caché. D'accord. Bien évidemment, mais l'avocat adverse, certainement, te dira et c'est là où on fait la différence d'ailleurs entre vice caché et rétention d'information, c'est exactement ça, te dira mais quand on vous a dit que non, c'est pas la peine de le regarder, vous auriez dû insister. Vous auriez dû insister parce que en votre qualité d'acheteur, bon bien évidemment en qualité de vendeur on doit rien vous cacher, mais vous en qualité d'acheteur, vous n'allez pas vous satisfaire de bon on verra plus tard. Ça, en droit civil, on pourrait vous opposer quelque part un petit peu cette négligence comme ayant participé à la production de votre dommage. Moi, je voulais savoir, Christopher, je crois que c'est possible, quand on va à la signature du compromis de vente, donc de la promesse de vente, je crois qu'on peut mettre une condition suspensive stipulant justement... Il me vole mes informations et mes notes. Je suis désolé, vraiment. C'est pas grave. J'anticipe tout. Non, mais j'allais y venir, c'est parfait, Jean-Marc. Non, mais oui, allez-y, Jean-Marc, je vous en prie. Donc, c'est la bonne remarque. Je sens que c'est la bonne remarque. Non, effectivement, lors de la signature du compromis de vente, de mettre cette condition suspensive en disant conditions suspensives, ces conditions suspensives, disant je n'ai pas vu la cave, je mets une condition suspensive, comme on a 14 jours de rétractation, de toute façon, 10 jours pardon pour le compromis, me semble-t-il, c'est pas 14, c'est 10. Du coup là ça peut précipiter un petit peu les choses chez le vendeur, parce qu'il sait très bien que si cette condition n'est pas acceptée, évidemment la vente est caduque, bien évidemment. Effectivement, c'est par le contrat, on peut résoudre ce problème-là au stade du compromis où là, effectivement, tu te réserves la main, tu t'en assurerais par toi-même et au cas échéant, tu ferais jouer la rétractation et tu mettrais un peu la pression aussi sur ton vendeur, bien évidemment. Mais on peut même imaginer que lorsque tu signes l'acte authentique devant le notaire, tu stipules une clause pénale, disant que suite à tel événement, on n'a pas pu visiter telle et telle pièce ou telle et telle structure, qu'on t'a dit que tout allait bien, que tu veux bien les croire, mais que si tel n'est pas le cas, tu te réserves tout droit à l'action utile, et d'ores et déjà, ça te coûtera une pénalité que tu estimes forfaitairement le plus haut possible, parce que comme ça a un effet, bien évidemment, dissuasif d'essayer de t'embrouiller. Passons à l'expression maintenant, vaut quand même mieux toujours vouloir visiter avant, hein. Je rejoins Jean-Marc, parce que ces clauses-là te protègent, mais admettons que tes vendeurs se fassent écraser par une voiture sur un passage flouté, avant que... Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué, quand bien même ils ont virtuellement une succession, mais encore faudrait-il savoir s'ils ont de quoi nourrir la dite succession. Donc, c'est effectivement une façon de se prémunir dans ton cas, mais le mieux, c'est quand même de visiter la cave ou de dire, sinon tant pis, quoi. En sachant que tout de même que le diagnostic est dorénavant obligatoire pour les habitations habitables, et que on peut, en tant qu'acheteur, pouvoir s'appuyer sur le diagnostic qui doit être
normalement véritable et vérifié par le diagnostiqueur. Tout à fait. Qui s'engage et qui engage sa responsabilité professionnelle. Tout à fait, effectivement, lors de la vente immobilière. Et après, je repasserai la parole à Pascal, parce que là, on est en plein dans son boulot, parce que, en tant qu'agent immobilier, j'imagine que vous êtes en lien avec le diagnostiqueur et que vous avez compulsé le diagnostic avant. Oui. En sachant que pour passer, donc c'est juste une petite info, mais pour passer une annonce immobilière, on va dire, ce qui est en priorité obligatoire, c'est le DPE. Un diagnostic de performance énergétique avec gaz, émissions, effet de serre, bien sûr. Donc ça, pour passer une annonce, c'est la loi, c'est comme ça, a priori, on est obligé de ça. Le reste vient par la suite. Mais c'est vrai que quand alors c'est moi qui m'occupe effectivement de tout, je suis en relation avec des diagnostiqueurs, en général locaux, qui interviennent, et évidemment pour éviter de faire 36 déplacements, je les invite à tout faire en même temps, quoi. Donc comme je m'en occupe, devis bien sûr qui est fait, qui est transmis au vendeur, au propriétaire. S'il est d'accord, il signe, prend rendez-vous avec le diagnostiqueur, voilà. Mais jamais, au grand jamais, on ne doit soudoyer, j'allais dire, le diagnostiqueur. C'est-à-dire qu'effectivement, je prends le cas d'un DPE, on a aujourd'hui sur notre territoire, alors des régions plus que d'autres, des DPE qui sont un peu là, c'est la cata, ils sont en F, G, etc. Bon, donc ça, effectivement, des vendeurs n'aiment pas avoir cette note parce qu'on sait très bien que au niveau du prix du bien, ça va automatiquement chuter. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la rénovation, il y a beaucoup de rénovation en général, et donc ça a un coût, effectivement. Donc voilà, donc moi je sais, j'accompagne, je suis toujours là avec les diagnostiqueurs, et effectivement j'ai après le rapport, donc qui fait plusieurs pages, et donc voilà. Mais c'est un appui effectivement, et après effectivement c'est lui qui devient responsable de ce rapport en fait, de son analyse. Ce qui après, de toute façon, devant le notaire, lorsqu'on signe le compromis, enfin avant la signature du compromis, tout de suite, c'est le diagnostic, le rapport est vraiment montré, est débattu, j'allais dire, évidemment, l'amiante, le plomb, etc. Alors nous, ça va, ici, on est une région où on n'est pas soumis aux termites et aux mérules. Oui. Mais parce que ça fonctionne par région. Exactement. L'obligation de diagnostiquer les xylophages et la mérule. Oui. Absolument. Voilà. Donc nous on n'est pas impacté par ça. Dans le sud, oui, par exemple. Mais bon voilà, ça fait déjà ça en moins. Mais malgré tout ici, on a beaucoup de bâtisses avec du plomb, de l'amiante. Voilà. Le plomb étant surtout dans les peintures intérieures, les volets, etc. Donc ça, on le retrouve quasiment, c'est bingo. À chaque fois, tu mets une pièce, tu gagnes. Ça, ah oui, c'est comme ça. L'amiante, évidemment, surtout dans les toits, des toits qui sont en fibre ciment. Les colonnes aussi. Voilà. Bon. Voilà ce que je peux dire, sur le sujet. Non, mais c'est effectivement, c'est très intéressant et c'est bien d'en parler parce que effectivement c'est obligatoire, mais comme tu le disais ou tu le sous-entendais, Marion, c'est le document évidemment que va lire en priorité le virtuel acheteur, parce que il est censé y avoir la carte grise du bâtiment dessus, quoi. Voilà. Bon, maintenant c'est une intervention faite par un professionnel, mais comme tout professionnel intervenant, il peut se tromper. Oui. Voilà, on peut même imaginer qu'il soit de mèche avec le vendeur et l'agent immobilier. On peut tout imaginer. Bien sûr. Mais bon, ça c'est. On peut surtout imaginer que chacun a une conscience professionnelle différente. Voilà, donc oui, parce que si dans mon cas, moi je vois toujours le mal partout, moi tu sais. Mais dans mon cas, là, on repartirait sur le droit pénal. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on n'en faisait pas. Simplement au niveau des responsabilités. Effectivement, le diagnostiqueur aurait une responsabilité civile, contractuelle par rapport à son mandataire, c'est-à-dire le propriétaire du bien, parce qu'il lui aurait fait vendre quelque chose qu'ensuite l'acheteur va contester, et à ce moment-là, au niveau de l'acheteur, il aurait aussi une responsabilité face à lui, une responsabilité délictuelle,
extra-contractuel si tu préfères, parce qu'il lui aurait fait acheter un bien qu'il n'aurait pas acheté, parce qu'il s'est complètement planté sur un truc important, et que du coup il fait un procès au vendeur qui du coup engage lui-même sa responsabilité. Bingo. C'est ça, et en plus, j'interviens aussi là-dessus par rapport à la loi Carrez, à la superficie. Ah ben ça, voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde a entendu prononcer au moins 2 ou 3 fois. Tout à fait. Alors c'est vrai que la loi Carrez, c'est pour l'achat d'une propriété, d'une maison, d'un appartement. La loi Boutin, c'est pour la location. En fait, c'est la même chose, mais plus pour du locatif. Peut-être qu'on en parlera effectivement tout à l'heure. Donc là, oui, en fait. Un agent immobilier peut mesurer. D'accord, il va dire voilà, ce bien fait 100 mètres carrés. Bon, moi je sais que j'ai un télémètre, laser, machin, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis pas un expert non plus en mesurage, etc. Donc un diagnostiqueur on peut lui demander cette mission aussi de vraiment mesurer. Donc lui, ça va faire foi. Moi par exemple, j'aurais vu 100 mètres carrés, ben lui il va voir 95 par exemple. Bon. Parce que on n'a pas les mêmes méthodes de calcul. Alors je ferai plus confiance à lui qu'à moi, bien évidemment. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est aussi devant le notaire pour le compromis, on vous dit toujours que vous avez 5% de delta, on va dire, d'erreur en fait. Alors pas en plus, mais en moins. C'est-à-dire parce que en fait un acquéreur va payer X milliers d'euros le mètre carré. Oui. Et donc, si il se sent lésé de moins 5%, il va dire, je paye 1000 euros, par exemple, le mètre carré, alors qu'il n'y a pas, d'une superficie qu'il n'y a pas. Donc, évidemment, là, il se sent lésé et il peut demander, très justement, le remboursement au vendeur de cette somme, des 5% de delta. De différence. Des 5% de delta. À 5%, oui. D'accord, oui, c'est pas au-delà de 5%, c'est des... À partir de. D'accord. À partir de. Ah, à partir de donc 5%. À partir de 5%, par contre, 1, 2, 3, 4% en moins, ça ne comptera pas. Non, ça compte pas. 5% et plus, là oui. Voilà, bien. Une marge jusqu'à 5%, donc, effectivement. Oui. Et donc voilà, toutes sortes d'erreurs qu'on peut imaginer que le diagnostiqueur peut... Ou d'omission. Oui, ou d'omission, oui. Oui, ou d'omission, ou de négligence, ou de... on peut tout imaginer, ou simplement le matériel défectueux. L'erreur est humaine, et à ce stade-là, dès que c'est un peu technique, il peut y avoir des erreurs. Dans ce cas-là, effectivement, le diagnostiqueur en serait comptable. L'avantage, c'est qu'il est censé, comme l'agent immobilier, avoir une assurance. Oui, qu'il ne faut pas en tant qu'avocat oublier de mettre en cause si jamais on veut lui chercher noise. Mais effectivement, tout à fait logiquement, on surprendra personne, le diagnostiqueur, en ce que son document peut emporter la conviction de l'acheteur et ainsi l'entraîner sur une voie qui finalement s'avérera difficilement praticable. Effectivement, il en serait comptable de ces efforts-là, notre ami le diagnostiqueur. Et si le diagnostiqueur est responsable, le vendeur, on l'a vu, peut l'être excusez-moi, le vendeur, on l'a vu, peut l'être dès lors qu'il y a un vice caché, quand bien même il n'est pas au courant. Si en plus au courant, il doit avoir dommage d'intérêt. Le vendeur est responsable, mais ça on s'en doute, lorsqu'il cache quelque chose sciemment à l'acheteur pour lui faire acheter son bien. Et l'agent immobilier, bien évidemment, c'est le même tarif qui va s'appliquer à supposer qu'il soit au courant. Oui, voilà, supposer qu'il soit au courant. Parce que le vice caché, qui est caché à tous par définition, l'agent immobilier comme le vendeur ne le sait pas. Et la rétention dolosive d'informations, il se peut très bien que le vendeur sache quelque chose que l'agent immobilier ne saurait pas. Mais attention quand même, parce que l'agent immobilier a une grosse obligation professionnelle. S'il s'agissait de quelque chose d'important, les juges reprocheraient à l'agent immobilier de ne pas s'être renseigné. Et virtuellement, on pourrait imaginer de le mettre dans la cause ainsi. Voilà donc grosso modo les grosses 3 sources de contentieux dans la vente immobilière civile. On termine donc la première partie. Concrètement, ça peut être tout et n'importe quoi, comme vous l'avez vu, pourvu que ça rentre dans le cadre de la loi, pourvu que ce soit quand même suffisamment important pour que ça rende impropre le bien à sa destination, c'est-à-dire une habitation saine et paisible. Ou que, plus subjectivement, dans le cadre d'informations retenues dolosivement, que ça porte sur quelque chose qui
était important dans l'idée que se faisait l'acheteur pour valider ou non la vente. Mais à ce moment-là, on rentre dans le subjectif, ce sera à l'acheteur lui-même de faire la preuve de sa subjectivité. C'est un petit peu plus compliqué, mais quand on regarde les chiffres en jurisprudence, on s'aperçoit que les actions en réticence dolosive fonctionnent très souvent. À peu près 7 sur 10 actions marchent parce que en fait ça s'explique parce que maintenant il y a beaucoup de choses qu'on entend comme on les doit à l'acheteur de la maison. Donc si vous le saviez pas, vous auriez dû le savoir. Eh oui. Voilà. Voilà. Donc il y a un peu d'objectivité qui peut venir. Bon. Voilà, c'était pour la vente. Et maintenant on attaque sans désemparer, comme diraient nos amis gendarmes, le contentieux de l'occupation immobilière civile. Pourquoi civile ? Parce qu'on ne parle pas des baux commerciaux, bien évidemment, ça c'est tout à fait autre chose. Ou des baux professionnels qui se ressemblent un peu plus aux baux commerciaux. Mais nous, on s'occupe exclusivement de l'occupation de biens destinés à être habités. Voilà. Soit vous avez un bail, soit vous rentrez sans le consentement de propriétaires qui sont pas là et vous restez. Dans les deux cas, vous occupez civilement un bien. Dans le premier cas, vous l'occupez peut-être un peu plus civilement que dans le deuxième. Je vous le concède. Alors le plus classique, le contentieux suite à bail. Alors pour distinguer donc le contentieux suite à bail du contentieux du squat, on va tout de suite distinguer le locataire du squatteur. C'est important. Alors, qu'est-ce que le locataire ? C'est tout simple, c'est celui qui a signé un contrat de bail. Un contrat de bail, ce qu'on appelle les 369, c'est-à-dire un contrat à usage d'habitation basique. Pas un contrat meublé, un contrat où l'on meuble soi-même son appartement ou sa maison, mais qui se renouvelle par période triennale et par tacite reconduction. Voilà le bail que tout le monde connaît, celui qui est le plus courant. Le bail meublé, c'est à peu près le même régime de toute façon, mais le bail meublé, vous le savez, il n'est pas conclu par période triennale, il est conclu sur des durées inférieures. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dans le contentieux du bail et qu'est-ce qu'on a dans le contentieux du squat ? Déjà, on différencie. Celui qui a signé un bail reste locataire quand bien même il ne paye plus ses loyers. Il ne devient pas pour autant un squatteur. C'est un incident d'exécution d'un contrat, c'est pas l'absence de tout contrat. Voilà. Donc, s'il paye plus son loyer, effectivement, le propriétaire va pas rester sans rien faire. Généralement, il va entamer la procédure correspondante. Mais bon, ça, effectivement, c'est normal. Même pour le cas où, par exemple, vous louez par Airbnb. Vous louez par Airbnb pour 2-3 jours, les gens ne partent plus. C'est pas pour autant des squatteurs. Il y a des propositions de loi qui ont été faites et qui vont peut-être aboutir cette année. Je crois qu'il y en a une qui a passé le stade du Sénat, mais là, je regarderai, je ferai un retour dans les posts de l'émission, mais je peux pas vous donner de date, justement, qui visait à appliquer le régime qu'on applique aux squatteurs pour les expulser, qui est plus rapide que ceux qui ont un bail mais qui ne payent plus, comme vous pouvez vous en douter. C'est logique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, pour leur appliquer ce régime-là. Parce qu'on estime que c'est un peu utiliser les failles du système pour se prémunir d'un contrat de bail très court, surtout quand on savait qu'on partirait plus. Mais pour l'instant, cette loi sans doute aboutira parce qu'elle semble logique, mais pour l'instant, vous louez votre bien par Airbnb, les gens ne partent plus, vous allez immédiatement penser que ce sont des squatteurs, du tout. Non, pour la loi, pas encore, du moins pas encore. Et là, malheureusement, vous serez beaucoup plus embêtés, pour ne pas dire autre chose, parce que c'est beaucoup plus difficile à expulser qu'un squatteur. Alors, le squat, on a dit qu'on le faisait en petit 2, donc petit 1, le contentieux suite à bail. Et là, Marion, là, je me tourne vers toi. Car qu'est-ce que tu vois comme étant la plus grande source de contentieux du bail ? Le locataire qui paie plus, tu vas me dire. Par exemple, ou alors un différent sur le prix du loyer ou l'état du logement. Dites-moi tout. Alors sur le prix du loyer, ce sera difficile dans la mesure où le loyer est fixé par le bail avec une clause d'indexation et que donc, sauf à t'entendre avec ton propriétaire, tu pourras pas le changer.
Sauf si vous tombez d'accord tous les deux, parce que si vous avez fait le contrat, vous pouvez le refaire. Mais bon, voilà, encore faut-il que ton propriétaire soit d'accord pour... Ça peut se réévaluer et se re-questionner au fur et à mesure du bail. C'est indexé. C'est indexé sur les indices classiques de l'indexation, le coût de la vie. Donc, je te dis complètement une bêtise, mais ce qui vaut 500 € à l'année N vaudra peut-être 510 € à l'année N plus 1 selon l'indice d'indexation qu'il y aura eu, selon l'inflation qu'il y aura eu ou qu'il y aura pas eu. Mais le prix pourra pas changer. Contrairement aux baux commerciaux, là tu peux saisir le juge pour lui dire changez-moi un peu le prix. D'accord. Pour X et Y raison. Mais le bail civil, tu pourras pas changer le prix. Tu auras signé ton loyer. Tu sauras qu'il est indexé chaque année. Alors l'indexation est variable, bien évidemment, ça dépend de l'inflation. Et tu sauras aussi que tu payes tous les mois une provision à valoir sur la liquidation des charges de l'immeuble, ou du moins ta cote part. Alors, charge récupérable ou pas récupérable. Voilà, qui est réévaluée en fin d'année. Alors voilà, généralement, quasiment systématiquement, le contrat prévoit, je te dis une bêtise, une somme par exemple de 80 € de provision sur charge, parce que le propriétaire bailleur estime que c'est plus ou moins... C'est prévisionnel. Voilà, que c'est plus ou moins les charges qu'il peut récupérer. C'est-à-dire qu'il peut récupérer son locataire, ce sont les charges de vie de l'immeuble, l'électricité, éventuellement l'eau, l'ascenseur, des choses comme ça, mais bien évidemment pas la taxe foncière. Oui. Les ordures ménagères, oui, puisque c'est lié à la vie dans l'immeuble, mais pas la taxe foncière, pas le ravalement de façade, pas des choses qui sont le prix de l'immeuble lui-même et dont le locataire pourra directement profiter, mais c'est pas lui qui appartiendra à l'immeuble quand il partira. Donc voilà, oui, charge récupérable bien évidemment, et comme tu le dis, tous les ans le propriétaire est censé envoyer à son locataire ce qu'on appelle la reddition des comptes, c'est-à-dire bon ben voilà, vous m'avez donné 80 € par mois, en fait ça fait je te dis une bêtise, 1450, donc vous me devez ou je vous dois. Voilà, document à l'appui. Voilà. Alors sur le contentieux du loyer, si tu payes pas le loyer, bien évidemment, il y a une procédure d'expulsion qui va pouvoir se faire. On en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Je vais faire un petit break, sinon il n'y a plus que moi qui parle. Donc, mais je finis au moins sur les chiffres. Sur le loyer et sur les charges, le loyer, tu sais où tu vas. Sur les charges, dans le cas classique, le propriétaire ne te communique jamais la justificatif chaque année de ce que lui a véritablement coûté, et tu ne sais pas exactement s'il te doit de l'argent ou pas. Dans ce cas-là, effectivement, le juge pourra obliger la personne à justifier de ce que les charges qu'il a encaissées sur toi sont bien dues. Mais s'il ne le faisait pas, tu devrais quand même payer une somme que le juge arbitrerait. Oui. Voilà, parce que même si le bailleur te communique pas le justificatif, on se doute bien qu'il paye quelque chose quand même, quoi. Voilà. Donc c'est pas une cause de nullité du bail, bien évidemment, et c'est pas non plus une cause d'expulsion. Voilà. Et sinon, il y a la caution aussi, qui est le dernier contentieux. Qui est lié au bail, à la fin du bail, quand tu quittes les lieux et qu'on est censé te rendre la caution. Là, bon, le principe, tout le monde connaît. On ne rend pas la caution s'il y a des dégâts qui ont été faits. Encore faut-il justifier que les désordres existaient à l'état des lieux de sortie. Par contre, une caution ne peut pas être conservée pour payer un loyer qui n'aurait pas été payé. Non. C'est pas le principe. Après, on peut à la fin du bail jouer de la compensation entre les différentes sommes et solder les comptes en procédant ainsi, mais normalement non. Normalement non. Voilà. Donc pour la caution, si vraiment le propriétaire veut la retenir, c'est beaucoup plus encadré qu'avant. Il a intérêt effectivement à ne pas avoir oublié l'état de lieu de sortie, avec soit la signature du locataire qui ainsi accepte de reconnaître les désordres, soit éventuellement un constat d'huissier si le locataire ne veut pas signer l'état de lieu de sortie pour justifier des désordres
au temps de la fin du bail. Et justifier aussi des factures régulièrement payées et acquittées, le cas échéant, même en justifiant de ça, des artisans qui sont venus réparer parce qu'il fallait bien réparer pour relouer. Mais il faut un état d'huissier pour retenir une caution. Il faut la preuve des désordres. Et pour avérer, voilà. Ouais, pour il faut la avérer preuve des désordres. La preuve des désordres, tu l'as si ton locataire est fair-play et contresigne l'état des lieux de sortie. Et s'il refuse, tu es obligé de faire constater ça, le mieux par un huissier, bien évidemment. Un commissaire de justice, on dit même. D'accord. Est-ce que les dégradations de l'appartement dues à l'appartement lui-même ou à son taux d'insalubrité, qui n'est pas forcément avéré, peuvent être considérées comme rétention de caution? Non. Ah non. Normalement non, bien d'accord. Non, le locataire, il doit l'entretien courant de l'immeuble. L'entretien basique courant de l'immeuble. Voilà. De l'appartement. Maison, appartement, peu importe, ça marche. Il doit simplement l'entretien basique, quoi. S'il a une cheminée, il doit faire ramener la cheminée, bien évidemment. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il oublie de fermer les robinets, il fait geler les canalisations, c'est un défaut d'entretien, ce sera à lui. Mais tous les problèmes structurels de l'immeuble, le principe est que c'est à la charge du bailleur. D'accord. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un contentieux qui est très important, naissance fait un petit moment, mais qui est très important, c'est le contentieux de la virtuelle insalubrité de la chose louée. Le locataire estime qu'il y a des choses qui ne vont pas, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas aller. Aujourd'hui, par exemple, dans 2 ans on ne pourra plus louer des immeubles qui sont en catégorie F et G. Aujourd'hui on ne peut déjà plus louer, en théorie du moins, ceux qui sont en dessous de ces normes. Déjà c'est important parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ne satisfaisaient pas à ces normes. Il y a beaucoup de maisons dans les vieux villages ici. Oui. Surtout que quand on veut les rénover, là, vous tombez sur les bâtiments de France et là, c'est très complexe. Disons que ça ou peut très être coûteux, ou les deux. Ou les deux, ça c'est encore un problème. Mais malheureusement, ça peut être effectivement un frein à la rénovation de l'immeuble, parce qu'on a, dans le village de Serres, on a des très beau, un très beau vieux village, mais voilà, pour le rénover, on est dans des critères très pointus avec les bâtiments de France, parce que ce sont des bâtiments classés. Effectivement, vu leur âge respectable, ils le méritent. Mais du coup, c'est malheureusement parfois un frein à la rénovation. Et donc, ces choses-là, on peut plus les louer. Voilà, après on peut toujours les louer au noir, Non pas que j'encourage les gens à le faire, pas du tout. Mais en location déclarée, si vous louez à bail quelque chose qui n'est pas aux normes, votre locataire, il va téléphoner à la préfecture, section agence régionale de la santé, ils vont venir, et s'ils constatent effectivement qu'il y a des choses qui sont pas aux normes, et c'est de plus en plus le cas, parce qu'aujourd'hui les normes sont draconiennes, ce qui est bien quand même. Je veux dire, on dit ça comme si on le regrettait. Non, bien sûr. Bien sûr, c'est que dans l'idée, c'est quand même mieux. Dans l'idée, c'est quand même mieux qu'on exige du bailleur un confort standard. Donc très bien, mais ça va pas. Dans ce cas-là, la préfecture peut émettre un arrêté d'insalubrité portant péril imminent lorsque par exemple il y a des prises sans la terre ou des sucres qui fixent à nu un peu des fils électriques. Des choses qui sont pas non plus insurmontables, mais qui sont considérées comme étant une source de danger, et qui, dans ce cas-là, l'arrêté est notifié au bailleur, qui est obligé de remettre en ordre selon ce qu'il doit faire sous telle date, sinon à compter de telle date, d'ores et déjà le loyer est plus exigible. Et le locataire a tout loisir d'assigner le bailleur en responsabilité, voire en nullité du bail, puisque ça c'est le droit commun des contrats. Pour louer quelque chose, il faut louer quelque chose de louable. Voilà. Donc si dès le départ c'était pas louable, je peux demander la nullité, c'est-à-dire on revient à comme si jamais rien ne s'était passé. Donc qu'advient-il du locataire si jamais ça se passe? Il y a une obligation de relogement, il y a un remboursement des loyers. Alors effectivement, ça peut être dans le panel des mesures que peut prendre la préfecture. Il y a aussi le signalement au parquet qui peut engager des poursuites pénales. Parce que du coup, ça c'est devenu un contentieux pénal technique, mais un contentieux pénal aussi. Donc libre au procureur de le faire. En pratique, il le fait rarement. Mais ça fait partie du panel de sanctions. Et oui, effectivement, oui, il y a des options comme ça qui font jour, qui sont pas toujours
tout à fait utilisé, parce que pour te dire franchement, en pratique, quand des clients viennent te voir et te disent voilà, l'immeuble que j'ai loué n'est pas aux normes, l'appartement, la maison n'est pas aux normes, j'ai fait venir l'ARS, l'ARS a émis un rapport, sur la base de ce rapport, la préfecture a pris un arrêté d'insalubrité ou de logement manifestement indécent. ARS, Agence régionale de santé. Ouais. La préfecture, hein. Oui. La préfecture, une subdivision de la préfecture. Et à ce moment-là, tout est ouvert, quoi. Tout est ouvert et ça peut coûter cher au bailleur, même si toi, en tant qu'avocat, tu n'attendras pas que la préfecture, une fois qu'elle ait pris son arrêté, fasse grand-chose d'autre. Tu vas devant le juge avec cet arrêté-là et tu plaides la nullité du contrat. D'accord. Pour obtenir le remboursement de tous les loyers, notamment. Voilà. Bon, après, à l'heure actuelle, pour ne rien te cacher, la jurisprudence, c'est pas tellement d'accorder la nullité sur cette base du contrat, bien qu'à mon avis, ça se justifie. En revanche, elle accepte l'action en responsabilité. D'accord. Voilà, donc à la sortie, ça coûte un bras au bailleur. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, avant de louer, il faut faire attention. Voilà. Après, ça peut être aussi un moyen de défense, plus ou moins de bonne ou de mauvaise foi, lorsque tu as signé en paiement du loyer et que tu payes pas, quoi. Oui. Voilà, ton avocat peut te dire, parce que un avocat est retort, par définition. Dites-moi, il n'y a pas un peu des prises d'éludés qui traînent, là? Ah, mais si, très bien, ça m'intéresse. Et c'est ce qu'on plaide, et ça nous permet de diminuer la dette locative, concrètement, et parfois avec une foi qui est pas toujours la plus remarquable au monde, quoi. Mais enfin bon, nous on est payés pour ça, hein. Voilà. Bon. Tu redors pas franchement le blason, là, hein. Mais si, parce que ce que recherchent les clients, c'est l'efficacité, ma chère Marion. Tout à fait. Voilà. Ils se foutent complètement de notre moralité. Mais il y a l'art et la manière. J'en reste quand même sur ce principe. Dans notre métier, il n'y a pas de note artistique. Je sais, c'est peut-être sur ce point-là qu'on sera le moins d'accord. Éventuellement, j'ai pensé un temps à ce que le barreau décerne une note artistique à l'avocat qui avait le mieux plaidé, mais qui avait pris le résultat le plus pourri. Et ils m'ont dit non, c'est pas une bonne idée. Bon, donc on a abandonné le projet. Bon, voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire. Vite fait, on a une petite émission, et puis la dernière fois on était trop long, donc on peut pas non plus trop déborder. Dernière petite question. Oui. Si c'est le locataire qui dégrade le logement, et que la caution n'est pas suffisante pour recouvrir les dépenses du bailleur, que se passe-t-il? Le locataire, effectivement, doit la somme. D'accord, c'est un dû du locataire. Voilà, si la caution, si les dégâts sont outrepasser la caution. Voilà, si les dégâts sont de 10 000 euros et que la caution est de 1 000 euros, il te devra 9 000 euros encore. D'accord. Le problème éventuel, c'est que s'il n'est pas solvable. Oui. Voilà. S'il n'est pas solvable, tu peux pas lui demander les 9 000. Enfin, tu peux lui demander les 9 000, mais tu les récupéreras pas. D'où l'intérêt, aujourd'hui, tout le monde l'a plus ou moins, d'avoir des garanties loyers impayés, des choses comme ça. D'accord. Des assurances de ce type-là. Mais effectivement, donc tu me fais penser pour terminer, avant de redonner un petit peu la parole à Jean-Marc, je vais terminer sur la conduite du locataire, puisqu'on parlait des dégâts virtuellement faits par le locataire. Le bailleur doit, je dis pas peut, je dis doit, vous allez comprendre pourquoi. Le bailleur doit entamer une action en expulsion de son locataire dès lors que le syndic de l'immeuble ou les voisins lui démontrent par A plus B qu'il commet des nuisances. Bon, des nuisances sonores, évidemment, on pense d'abord aux nuisances sonores, mais ça peut être aussi des animaux qui divaguent, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, pourvu que ça cause des nuisances au voisinage. Okay. Et à ce moment-là, le voisinage pour les maisons et le syndic pour les immeubles alerterait le bailleur et lui dirait « vous devez l'expulser ». Il y a les textes de loi qui sont prévus pour ça. Nous, on peut pas parce qu'on n'est pas celui qui a donné à bail. Oui. Voilà, donc on peut pas, mais en revanche, comme il embête tout le monde, comme c'est vous qui l'avez loué, vous allez délouer immédiatement parce que ça commence à bien faire. D'accord. Voilà, et le bailleur serait obligé d'entamer une telle action, sinon il s'exposerait à une action en responsabilité des voisins ou du syndic qui représente les copropriétaires, c'est-à-dire des gens qui sont embêtés par son locataire. D'accord. Voilà. Après, obtenir le titre d'expulsion par le juge, bien sûr. Après, l'expulsion physique, ça peut prendre plus de temps parce que
il faut que l'huissier délivre un commandement de quitter les lieux, qu'il purge un certain délai, qu'il essaye de voir s'il peut expulser sans avoir besoin du recours à la force publique. S'il a besoin du recours à la force publique, il faut qu'il demande l'autorisation au parquet, au préfet. La procédure est un peu plus longue et complexe. L'exécution de la procédure peut être encore plus longue, malheureusement, que la procédure elle-même. Parce que, en tant que propriétaire, si tu poursuis, par exemple, ton locataire sur le fondement d'un loyer impayé, le cas le plus fréquent, bien évidemment, le locataire a tout loisir de demander au juge un étalement de la dette. Mais ça peut être une bonne idée s'il respecte le deal. Oui. Tout le monde est content, le propriétaire sera content aussi, parce qu'au bout d'un certain temps, la dette sera apurée. Bon, bien évidemment, il paye le loyer en cours, ça suppose. Mais il y a des cas, bien évidemment, où le locataire obtient un délai et puis ne le respecte pas. D'accord. Des fois parce que malheureusement il ne peut pas le respecter lui-même, parce qu'il a perdu son boulot, parce qu'il a plus de droits, parce que toutes les choses. Là on est dans le bail privé, on n'est pas du tout le bail par assistance sociale qui fait du logement social, où là ce serait tout à fait autre chose, on est dans le bail purement privé. Et donc le locataire qui devient impayeur ne devient pas forcément squatteur. Alors non. Qu'est-ce qu'un squatteur? C'est pour ça qu'on te garde, parce que pour quelle transition. La transition. J'avais remarqué, Jean-Marc. C'est vrai. C'est une tuerie, Marion. C'est une tuerie. J'ai même pas pensé à ce que je pourrais dire. Elle me la sort sur la tête. Non, mais je le remarque, pas. Bon, effectivement, maintenant, on va passer au squatter, ce qui est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, parce que ça peut arriver. Et que si ça arrive, déjà on souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, comment on fait? Et c'est vrai que il y a eu des réponses juridiques qui ont un petit peu varié dans le temps. Aujourd'hui, on est sur des procédures qui se veulent plus ou moins rapides, mais surtout rapides si ça se passe au niveau administratif. Voilà, on va expliquer pourquoi. Jean-Marc, avant qu'on attaque le squat, est-ce que même si vous faites plus de ventes que de locatifs, par rapport à tout ce qu'on a dit un petit peu avec Marion, quelque chose qui serait intéressant à signaler? Non, je suis entièrement d'accord, je valide. Vous validez tout? Tout ce que vous avez dit. C'est beau. C'est parfait. Oui. Non, c'est vrai que c'est bien aussi de mettre en location son bien immobilier par le biais d'une agence immobilière aussi. Alors moi, je fais pas du locatif, mais effectivement, le cas présent qui est la gestion des impayés, c'est vrai, comme ça l'agence immobilière se substitue et continue en fait malgré tout à verser les loyers aux propriétaires, aux bailleurs en fait, et après c'est elle qui gère tout ce qui est effectivement problématique juridique, etc. Donc ça fait une transparence. Alors c'est vrai que le propriétaire, le bailleur est soumis à un petit peu moins d'argent, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'aura pas l'intégralité du loyer. Bien sûr, c'est très amputé, on va dire, bien sûr, mais des fois, effectivement, le jeu en vaut la chandelle, quoi. C'est mon avis. Après, tout dépend une fois de plus sur qui on tombe au niveau locataire, quoi. Du coup, vous faites la tranche de jambon dans le sandwich, et par ailleurs, du coup, le bailleur est quand même entre guillemets plus tranquille. C'est ça. Et a au moins un tampon entre le locataire qui potentiellement peut être mauvais entre guillemets. C'est ça, mauvais payeur. Voilà, c'est ça. Alors moi, je ne serai en fait que la fête de salade dans le sandwich. D'accord. Autant pour moi. Non, mais c'est effectivement, alors ça c'est une transition dans la transition, mais c'est bien parce qu'on a parlé du rôle de l'agent immobilier dans la vente immobilière. Bien évidemment, c'est son cœur de métier. Mais de plus en plus, effectivement, c'est bien de le rappeler. Aujourd'hui, l'agent immobilier, lorsqu'il fait du locatif, en fait, il agit comme un véritable intermédiaire de gestion. Il propose un contrat, un packaging, si je peux dire, oui, dans lequel il peut gérer lui-même effectivement la garantie de loyer impayé. Tout à fait. Outre le fait, évidemment, qu'il paye les charges, enfin, qu'il s'occupe de, c'est pas lui qui les paye, c'est avec l'argent. Oui. De la location, bien évidemment, dans le cadre du contrat qu'il a avec le propriétaire. Mais disons que moi-même, à l'époque, je faisais du locatif, j'étais bien content d'avoir un agent immobilier qui s'occupait de tout clé en main. Et, franchement, c'est effectivement, moi, c'est ce que je conseillerais. Après, bon, voilà, encore faut-il tomber sur le bon agent immobilier. Mais déjà, nous, on a Jean-Marc, donc,
Jean-Marc Donnet, n'hésitez pas, vous verrez. Il est très bien, mais c'est vrai que ça devient une matière qui est un métier, hein, la location de nos arrière-grands-parents qui se tapaient dans la main et qui se mettaient les billets dans la boîte aux lettres. Bon, ça, on oublie. Ça, c'est fini. C'est fini, définitivement fini. Mais c'était bien, hein. Voilà, c'était le mieux. C'était le mieux. Sauf des fois pour les marchands de sommeil. Voilà, ça aussi. Ça, voilà, pour les marchands de sommeil, en revanche, c'est pas bien parce que du coup, ils étaient pas très bankable du coup. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui quand même est une matière très très technique. Il y a des charges à calculer, encore plus bien évidemment si c'est un immeuble en copropriété. Il y a des loyers, tout ça à gérer, la reddition des charges quand c'est un immeuble où vous avez un ascenseur, ça peut être compliqué. Les déclarations fiscales des loyers encaissés, croyez-moi, ça non plus c'est pas de la tarte. Donc je veux dire qu'effectivement aujourd'hui l'agent immobilier en matière de gestion de l'immeuble, il a un beau rôle, surtout que les grandes enseignes, je sais pas ce que vous en pensez Pascal. Jean-Marc. Oh c'est même pas mon deuxième prénom. Ansel, donnez-nous votre avis. J'en fais toujours une comme ça. Surtout que les grandes enseignes, disais-je, les gens généralement sont pas trop contents, quoi. On va pas donner de nom, mais disons que ce sont quand même des structures à vocation très très rentable et qui font pas toujours un boulot de qualité. Non, ça je confirme, hein. J'ai des exemples, mais que je ne citerai pas ici, bien évidemment. En sachant aussi que lorsque vous devenez agent immobilier, lorsque vous créez votre structure, vous avez des obligations. Des obligations, donc déjà, alors je l'annonce juste une petite parenthèse, hein, sur la carte professionnelle, la carte T, la carte G, en fait, vous adhérez auprès de la CCI, alors c'est pas vraiment une adhésion, hein, c'est une obligation d'établir un dossier et vous y notez ce que vous souhaitez faire, transaction, gestion locative, etc. Qu'est-ce que la CCI, monsieur ? C'est la Chambre de commerce et d'industrie. Ah, merci. Voilà, par exemple, hein, qui se trouve à Gap, dans notre département des Hautes-Alpes. Et vous avez donc cette carte professionnelle qui vous engage. Vous avez, et c'est là où je voulais surtout intervenir, c'était sur la garantie. La RCP, donc la responsabilité civile professionnelle, bien sûr, et aussi la garantie financière. Parce qu'en fait, elle est soumise, la cotisation annuelle est soumise par rapport au montant de cette garantie. Parce que vous pouvez avoir, si vous faites de la location, vous avez normalement un compte qu'on appelle un compte séquestre pour pouvoir gérer des fonds. Parce que lorsque vous prenez une agence immobilière, bien sûr, prend les cautions, etc., par exemple, hein, eh bien, il doit y avoir un compte séquestre bien déterminé. Et là, évidemment, la garantie financière de l'agence n'est plus du tout la même. Des fois, ça peut se chiffrer en millions d'euros en fonction des plus grosses agences. Hein, on en parlait il y a 10 secondes. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont obligatoires lorsque notamment vous faites de la gestion locative. Voilà, avoir une garantie financière vraiment de base, quoi. Le but du jeu, c'est de garantir le client. En fait, c'est ça, bien sûr. Le but du jeu, c'est de garantir le client, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse faire du locatif sérieusement sans avoir un bon mandataire de gestion, quoi. Exactement. C'est devenu vraiment un métier très technique. C'est ça. Et voilà, on peut le regretter, mais bon, c'est fini de se taper dans la main. C'est chronophage en plus, hein. C'est très très chronophage, encore beaucoup plus que la transaction. C'est pour ça que je voulais me lancer. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ah oui. Moi, je voulais ouvrir un peu cette brèche de location, en fait, de gestion locative, mais je m'aperçois que ça me prendrait vraiment encore beaucoup plus de temps pour des fois, je suis désolé, je vais le dire, hein, mais des fois pour gérer plus de problèmes que de bonnes choses quelque part. Hein, vous voyez, c'est voilà. Non, mais moi, pour la petite expérience que j'ai pu en avoir, c'est effectivement très chronophage, très très fastidieux et honnêtement, si on doit le faire soi, c'est pratiquement un boulot à plein temps. Donc c'est un métier dans le métier, quoi. Exactement. C'est pratiquement un boulot à plein temps. Donc voilà, pour des gens peut-être à la retraite, ça peut être pas mal, mais pour des gens actifs aujourd'hui, c'est difficile. Bon, bref. Voilà, c'était pas mal de terminer sur ça. Comme ça, on a eu effectivement les deux facettes de l'agent immobilier. Et il est temps de terminer l'émission. On se termine sur un sujet brûlant.
Le bouquet final, donc les procédures pour expulser un squatter lorsque vous êtes victime d'un squatter ou deux squatteurs au pluriel. C'est le même principe. Alors on l'a un peu dit tout à l'heure, on le répète très précisément. Ce qui ne relève pas du squat, 2 points, ouvrez les guillemets. Un locataire qui se maintient dans le logement après la fin du bail sans payer de loyer et sans l'accord du propriétaire. On vient d'en parler. Vous devrez l'expulser, vous avez intérêt à l'expulser, mais vous devrez passer par la procédure de droit commun. Une personne qui refuse de quitter les lieux après y avoir été hébergée par la personne qui y vit. Et là non plus, ce ne sera pas du squat. Parce que vous aurez concédé, en l'autorisant à venir dormir chez vous, vous lui aurez concédé un droit d'occupation qui, pour être précaire, n'a aucun rapport avec du squat. Parce que le squat suppose qu'on rentre chez vous sans que vous ayez donné votre autorisation. Ce qui n'est pas du squat non plus, les faux locataires, on appelle ça comme ça, qui entrent légalement dans un logement réservé via une plateforme touristique, Airbnb par définition, par excellence, et qui, après le séjour de 2 ou 3 jours qu'ils ont conclu, refusent de partir et changent les serrures. Et ben ça non plus, c'est pas des squatteurs. On va considérer que ce sont des locataires, même si en l'occurrence on les appelle faux locataires, vous l'avez compris pourquoi, mais ils relèvent du droit du bail. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ont signé un bail, là aussi précaire, mais un bail quand même. La sous-location, le dernier cas qui pourrait s'apparenter à du squat, mais qui n'en est pas. La sous-location, c'est quand le locataire loue son logement à une autre personne sans l'autorisation du propriétaire. Le propriétaire est pas au courant, mais le droit d'occupation qu'il a eu donné à la personne, même s'il en a fait mauvais usage, cette personne à qui on l'a donné, du coup, on peut plus se prévaloir du droit du squat. Voilà, et le droit du squat, vous allez me dire, c'est super, alors, ah oui, c'est génial, vous allez voir. Mais c'est quoi ? Il y a on va dire qu'il y a 2 temps dans la démarche à effectuer pour expulser un squatteur. Le but du jeu, c'est que le premier temps suffise et que vous soyez pas obligé d'aller vers le second temps parce que le premier temps n'aura pas marché. Vous l'avez compris, ce sera beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Alors le premier temps, qui s'il réussit, fait que vous vous en sortez pas trop mal. Grosso modo, c'est quoi ? C'est la procédure administrative. La procédure administrative, c'est que vous alertez la préfecture quand vous apercevez que votre domicile, alors ça peut être votre domicile, mais ça peut être votre résidence secondaire, et ça peut être un appartement que vous n'occupez que très épisodiquement, dès lors que vous n'avez pas donné l'autorisation d'y venir. C'est pas que votre résidence principale. Vous pouvez avoir une résidence secondaire, ça marche aussi. Donc dans ce cas-là, vous allez essayer la procédure administrative, vous allez effectuer immédiatement un dépôt de plainte à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche, en disant vous emportez votre titre de propriété, c'est mieux. C'est mieux pour justifier la propriété, bien évidemment, parce que c'est pas marqué sur votre front que c'est vous qui êtes le propriétaire. Donc, les policiers vont prendre votre plainte, et soit s'il y a un OPJ, on en parlait la dernière fois, Marion, qui est dans le coin et qui est disponible, il peut aller faire le constat lui-même du squat, en vous accompagnant. Si vous en trouvez un qui est disponible, qui est sympa, c'est très bien. Sinon, vous mandaterez un huissier pour constater le squat. Muni de votre dépôt de plainte, de votre constat par officier de police judiciaire ou par commissaire de justice, vous alertez la préfecture qui peut rapidement mettre en demeure grand maximum, le super résultat, ce serait sous 24 heures. Ça peut pas être moins de 24 heures, mais le maximum qu'il puisse faire pour vous, le préfet, quand vous avez dénoncé le squat, il peut décider, par exemple, d'une expulsion sous 25 heures, et il a 48 heures pour la décider. D'accord. Donc entre 25 et 48. En 3 jours, on peut avoir un avis d'expulsion préfectorale. D'accord. Administratif, préfectoral, mais ça. D'accord. C'est pas le juge, mais concrètement sur ce coup-là, ça a la même autorité. Donc voilà, après encore faut-il que quand vous avez cet arrêté qui est notifié aux squatteurs, à vous aussi, mais surtout aux squatteurs, encore faut-il que les gens partent. S'ils ne partent pas d'eux-mêmes parce que l'avis préfectoral ne leur fait pas peur, à ce moment-là, il faut que la préfecture vous envoie la maréchaussée. Ce qui peut ne pas se faire en 3 jours. Voilà. Donc, ça c'était la première étape, celle où ça se passe bien, pour le propriétaire.
la fois où il réussit à avoir sous 3 jours l'avis d'expulsion via la préfecture, et la fois où les squatteurs, une fois qu'on leur a notifié l'avis d'expulsion, s'en aillent. Si ça ne marche pas parce que X ou Y raison, il peut y avoir des cas particuliers, je pense notamment à un nourrisson ou un bébé en bas âge qui serait dans le squat. Est-ce que la trêve hivernale fait partie de ces raisons-là? Pas du tout. Très bonne question, et je l'avais prévu, je savais que tu allais me la poser. Très bonne question, et non. Les squatteurs, autre différence avec le régime droit commun, les squatteurs ne peuvent pas se prévaloir de la trêve hivernale. D'accord. Non. Maintenant, il se peut que la préfecture a jugé de cas délicats, de cas de pauvres gens sans papier, avec des gosses qui crèvent la dalle. Bon, là, dans ce cas-là, tout le monde comprendra qu'il est difficile de demander à la maréchaussée de prendre ses pelles et ses pioches et de les virer à coups de poing dans le cul, quoi. Donc, c'est la préfecture qui va décider... C'est la préfecture qui va décider de l'expulsion et qui va des gens qui sont et qui va, en cas de refus des squatteurs, une fois l'expulsion qu'elle a prise, notifiée, pas via arrêté, avec le préfectoral, tu t'en doutes, passer la deuxième et demander à la maréchaussée, avec l'accord du parquet bien évidemment, d'expulser physiquement les gens. Mais il peut y avoir des cas particuliers. Bon, on voit tous lesquels. Dans ce cas-là, concrètement, ça devient plus délicat. Donc un cas d'exécution de l'arrêté préfectoral délicat, où le préfet qui refuse pour une raison particulière, il peut le faire, ou l'administration qui est en RTT et qui répond pas dans les temps. Bon, si ça marche pas à la première étape, vous avez encore la deuxième étape, c'est saisir le juge. Le juge des contentieux et de la protection, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le juge dédié à tous les problèmes d'occupation du logement civil. D'accord. Voilà. Que ce soit avec ou sans bail, c'est lui qui est compétent. Évidemment, dans le cas de cette compétence, au premier rang, le droit et le pouvoir de prononcer l'expulsion du locataire, on l'a vu tout à l'heure, et là, dans ce cas-là, du bailleur. D'accord. Voilà. On le saisit en disant la préfecture m'a pas répondu, la préfecture m'a mal répondu, la préfecture a souligné une difficulté, la préfecture ne se mouille pas. Bon, j'ai pas du tout les stades de réactivité de la préfecture quand on lui adresse une demande comme ça. Ça c'est peut-être un truc sur lequel. Et puis c'est libre à chaque, c'est inhérent à chaque préfecture, différent pour chaque préfecture. J'imagine effectivement, oui. J'imagine que certaines préfectures, et puis par rapport à la topographie des lieux aussi. Tout à fait. Voilà. Oui. Voilà. Mais donc, si le préfet, ça marche pas, vous avez le juge des contentieux et de la protection. Vous le saisissez par la voie de la saisine en référé. Parce que là, il n'y a pas de problème de fond de droit à trancher. C'est un truc sur lequel tout le monde est d'accord et qu'il faut juste exécuter, si je peux dire, qu'il faut juste exécuter. Et dans ce cadre-là, c'est le même juge d'ailleurs que vous saisissez lorsque vous voulez expulser un locataire. En fait, vous rejoignez le droit commun du locataire, avec les délais que ça a. Sachant qu'un squatteur pourra pas dire, comme pourrait le dire un locataire, donnez-moi un délai pour que je purge ma dette. Bien évidemment, ce genre d'argument en défense sera pas recevable. Le genre d'argument en défense du style « mais la maison est indécente » sera pas recevable non plus. Encore heureux, enfin bon, c'est tout à fait logique, tout le monde sera d'accord. Voilà, donc une justice à 2 temps, si le premier temps se passe bien, c'est-à-dire si on évite précisément la justice, parce que là, au stade préfectoral, on est dans l'administratif, on n'est pas dans le judiciaire, eh bien c'est relativement rapide pour expulser un squatteur. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, l'essentiel qu'on pouvait dire sur les procédures diligentées dans le cadre du squat. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à contacter un avocat. Il vous en dira beaucoup plus sur la question. Voilà. Vas-y, donne ton 06. Non, ça non. Déontologiquement, je m'y refuse. Oh. Je peux être lourdingue, insister de manière causante même, mais pas faire dans la réclame genre café chicorée, bien que j'ai rien contre la chicorée. C'est honorable. Je me limite à un certain stade dans la rotape. Voilà. Écoute, Marion,
Est-ce que, bon, Jean-Marc, un petit peu moins du coup, parce que là, vous les squats, du coup, ça vous faites pas. Non. Marion non plus. Marion non plus, j'imagine, mais comme c'est la caution morale de notre émission, peut-être qu'elle a des questions sur la... Absolument pas. Je terminerai juste sur... peut-être que vous imaginez très mal, maître. Ça m'arrive. Non, j'ai pas plus de questions. Par contre, effectivement, vous pouvez poser des questions sous le podcast de l'émission. Ouais, voilà, ça c'est un truc finalement qu'on aimerait bien mettre en place. Je pense que tu es d'accord avec moi. Jean-Marc, bien évidemment, bien sûr, il jouera le jeu. Par rapport aux émissions qu'on fait, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous poser des questions. Et puis, on fait le SAV aussi. Il y a pas de problème. La maison ne recule devant rien. Voilà, et bien c'était la numéro 2 de l'émission Conseil de droit. On vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.